Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. D'être là. Pareil. Et puis de travailler avec vous sur des questions sociétales extrêmement importantes. Et merci de nous avoir donné l'opportunité d'animer cette conférence. Bah, écoute, avec plaisir. Voilà. Merci à toi et à tes intervenants et tes intervenantes. Je vous laisse la place. Très bien. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Florent Orsoni, directeur de la prospective à l'école de design Nantes Atlantique. Il faut noter que cette table ronde s'opère sous le haut patronage, si j'ose dire, de la Caisse des dépôts et Banque des territoires, et notamment de ce qu'on appelle la fabrique digitale, puisque on nous a donné, et c'est rare pour le souligner, carte blanche pour explorer pendant un an tout ce qui était autour d'IA et décision publique. Et donc, pour explorer ce sujet qui est complexe et dont on n'a peut-être pas toutes les réponses, on a fait appel à quelques experts, j'allais dire, et pour partager ces échanges. Et notamment, je vais les inviter à monter sur scène. Donc, il s'agit de Jacques Priol. Donc, Jacques est président et fondateur du cabinet Civiteo et préside l'Observatoire Data Publica et expert auprès de différentes institutions françaises et internationales sur les questions de données et d'organisation publique IA. Il a publié en 2020 « Ne laissez pas Google gérer nos villes ». Voilà, ça donne le ton aussi de l'engagement de Jacques. On a également Estelle Harry. Estelle Harry est de la CNIL, Information Designer, donc on va parler de design aussi au laboratoire d'innovation de la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et questionne la conception des interfaces et de RGPD. On verra un petit peu comment ça fonctionne. Et pour finir, Frédéric Crupin. Frédéric est directrice du Digital Design Lab et elle accompagne notamment les masters, donc les masters digital à l'école de design Nantes Atlantique. Et on verra un petit peu, elle nous parlera de design et d'enjeux de formation machine learning UX. Je vais vous laisser vous asseoir et puis on va démarrer donc cette table ronde. Alors attention, préparez vos questions, on la veut volontairement interactive, on va essayer de limiter un petit peu la prise de parole et on a des bénévoles qui passeront également avec le micro pour poser, voilà, j'attends que vous puissiez poser un certain nombre de questions sur un sujet assez délicat. Alors j'ai une première question que j'ai envie de vous poser, je vais commencer par Jacques. Jacques, il y a le sujet IA, prise de décision publique. Pourquoi tu es là aujourd'hui finalement? Pourquoi tu es là pour nous en parler? Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir aujourd'hui? Bonjour à tous, merci Florent, ravi d'être avec vous pour évoquer ce sujet qui, de mon point de vue, peut être regardé de deux manières, là, aujourd'hui, soit en réaction à l'actualité, et puis depuis 2 mois, c'est un petit peu le bazar sur ces sujets, dans le secteur public comme dans le secteur privé, soit en prenant du recul pour regarder comment ce sujet de l'IA, progressivement, progresse, chemine, se trouve confronté à des difficultés et à quelques champs extrêmement intéressants et enthousiasmants dans l'action publique. Alors, justement, Jacques, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton action et sur ce que tu fais sur IA et décision publique? Alors, c'est un petit peu filé. Oui, vas-y, je te laisse présenter ton activité.
Oui, je vais en dire quelques mots avec une casquette qui n'est pas celle de chef d'entreprise ici à Nantes, fondateur et dirigeant du cabinet Civiteo, qui accompagne des acteurs publics sur la question de la place de la donnée dans la décision publique de façon générale, et l'IA en est effectivement l'une des conséquences, mais avec ma casquette de président de l'Observatoire Data Publica, qui est un observatoire que nous avons créé en 2020 avec un certain nombre d'acteurs engagés sur ce sujet et soucieux de comprendre la manière dont de plus en plus d'acteurs publics utilisent massivement de la donnée pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques. On peut penser d'abord au métier des principales grandes fonctions urbaines, c'est tout ce qu'on va appeler la ville intelligente, la smart city, les territoires connectés, mais aussi aujourd'hui de plus en plus de données utilisées avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués et donc maintenant l'arrivée de l'intelligence artificielle dans d'autres domaines. Ce qui est très intéressant sur ce sujet, et nous l'avons mesuré notamment en 2022 à travers une très grande enquête, qui est la plus grande enquête qui a été faite auprès des collectivités territoriales françaises. On a examiné dans le détail les actions engagées par plus de 300 collectivités de toute taille. C'est deux choses importantes qui sont en train de se passer sous nos yeux, qui nous intéressent tous et toutes en tant que citoyens, habitants de grandes villes, de petites villes, de villes moyennes. C'est qu'en quelques années, le nombre d'usages pour lesquels on commence à faire ce que l'on va appeler du pilotage des politiques publiques par la donnée est en train de se multiplier et le nombre de territoires concernés est également en train de se multiplier. Vous avez là à l'écran, sur la partie gauche, un rapport qui avait fait un petit peu de bruit en 2017, qui avait été financé par la Banque des Territoires, qui s'appelait Smart City versus Stupid Village. Et qui disait en gros, et c'était tout à fait le cas en 2017-2018, que les solutions technologiques qui consistent à mettre de l'IoT, des capteurs pour faire de l'éclairage intelligent, de la gestion de l'eau intelligente, de la gestion des déchets, du pilotage de la mobilité dans la ville, nécessitaient des déploiements technologiques extrêmement importants, extrêmement coûteux et des marches à franchir qui probablement allaient nous conduire pendant de nombreuses années à ce que ces systèmes de Smart City soient réservés aux très grands territoires. Les choses se sont avérées assez exactes pendant 3-4 ans. Mais depuis 2 ans, sous l'impact probablement, en tout cas c'est l'une des analyses que l'on peut faire, de 2 crises, la crise sanitaire d'une part et de façon plus récente la crise énergétique, on assiste à une accélération absolument incroyable du nombre de territoires, y compris des communes parfois de quelques milliers d'habitants, qui aujourd'hui nous disent « attention, on a de la donnée, on veut utiliser la donnée pour améliorer, d'abord faire des économies d'énergie l'hiver dernier », mais aussi demain améliorer les questions de circulation là où elles se posent, mettre en place du stationnement intelligent, faire de la modélisation prédictive des parcours de bénéficiaires d'aide sociale ou détecter du non-recours. Alors d'autres parlent ailleurs, mais je ne crois pas que ce soit l'objet ici d'utiliser un peu le même type d'algorithme pour faire de la détection de la fraude. C'est les deux revers de la même pièce et de la même méthodologie sans doute, mais en tout cas on voit beaucoup de choses se diffuser et vous avez également à droite sur cette slide un guide publié par la Gazette des communes qui est lu par 30 000 fonctionnaires territoriaux tous les lundi matin sur la manière dont les politiques publiques sont aujourd'hui fortement impactées par toutes ces données. Et l'IA dans tout ça. Voilà, parce que tu parles de données, mais maintenant il faut un pont vers l'IA. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on n'est pas sur un peu un mythe? Alors l'IA, on en parle beaucoup, bien sûr, dans tous les milieux professionnels, économiques, sociaux, sociétaux. Dans le monde aujourd'hui de l'action publique locale, l'IA n'est pas quelque chose de très développé, disons-le avec objectivité. Je vous ai mis 3 documents qui ont été publiés. En 2020, on a une grande étude qui a été faite sur l'IA et les secteurs publics en Europe, qui identifiait 40 cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le service public en France, dont 5 à l'échelon local. En 2022, on a un très gros rapport du Conseil d'État qui a été publié sur l'IA et l'action publique, qui identifie 14 métropoles et 5 régions qui expérimentent des dispositifs d'IA. Et avec l'Observatoire Data Publica, nous avons terminé un recensement assez complet il y a quelques mois maintenant, où on a identifié en réalité 40 expérimentations assez avancées d'implémentation d'algorithmes ayant recours à de l'intelligence artificielle sur de la conduite de politique publique. Je vous donnerai quelques exemples si vous le souhaitez, mais pour l'essentiel des prototypes, 3 ou 4 seulement véritablement en production. On les trouve dans des métiers différents, on les trouve avec des technologies différentes. Aujourd'hui, l'IA dans le monde de l'action publique locale, c'est vraiment mon domaine d'intervention. Ça va être pour 20% du traitement de langage que l'on va trouver dans certains chatbots. Alors souvent, quand on pose la question dans les enquêtes qu'on conduit, on nous dit oui, on fait de l'IA, on a un chatbot. La plupart d'entre vous le savent et connaissez cette technologie. La plupart des chatbots ne sont pas véritablement de l'IA, mais on a des sujets un peu sophistiqués qui commencent à apparaître malgré tout
surtout sur ce type de dispositif. On va avoir 40% de machine learning ou de deep learning sur des outils de modélisation, par exemple sur des systèmes de gestion de l'éclairage intelligent, sur la détection de fuites d'eau dans les réseaux. On est dans une séquence de 3 jours, on va beaucoup parler des transitions. La data et l'IA au service des transitions, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de territoires. On va avoir également 40% environ de dispositifs qui, eux, vont reposer sur du computer vision avec des choses tout à fait intéressantes autour de la détection de dépôts sauvages de déchets ou la détection et, le cas échéant, la verbalisation de véhicules qui se stationnent sur les pistes cyclables comme en arrivant ici tout à l'heure, mais aussi des choses peut-être un peu plus compliquées et beaucoup de polémiques qui sont lancées sur les usages possibles du computer vision aujourd'hui dans la gestion de l'espace public, mais je pense que mes deux voisines pourront en parler. Oui, je voyais que ça réagissait du côté d'Estelle. Je vais te laisser la parole justement pour qu'on puisse faire ce tour d'horizon. Parce que justement, on parle de... ça fait un petit peu peur là, hein, quand j'entends computer vision, quand j'entends tout ça. Quel est le cadre de tout ça, Estelle ? Merci, et puis déjà bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de répondre à ta question, Florent, j'aimerais aussi resituer un peu d'où est-ce que je parle. Donc, je travaille à la CNIL et plus précisément au LINC, qui est le laboratoire d'innovation de la CNIL. Et dans ce labo, nous, on a plusieurs missions, dont une qui est d'explorer des sujets émergents et de voir comment est-ce que ça va impacter ou non les activités de la CNIL et la question de l'interprétation de la loi. Parce qu'en soi, la CNIL, son rôle, c'est d'appliquer les réglementations qui ont attrait aux données personnelles. Et en fonction de ce qui se passe dans la société, potentiellement, il y a des interprétations qui peuvent évoluer, etc. etc. À partir de 2016, au niveau du LINC, on s'est intéressé à la question du design par rapport à la protection des données. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça paraît être une évidence, mais quand on travaille dans une institution qui est fondamentalement juridique et aussi un peu technique, la question du design, c'est pas la première chose à laquelle on pense assez clairement. Du coup, nous, on s'est intéressé à ça et on s'est intéressé à savoir comment est-ce que des interfaces, des parcours utilisateurs, etc., allaient impacter la capacité des individus à faire des choix et à comprendre comment leurs données sont traitées. Donc on a publié un rapport qui s'appelle La forme des choix et aussi on a une plateforme qui s'appelle Données et Design qui sont disponibles en ligne, donc je vous invite à aller lire tout ça. Quand tu parles de forme des choix, justement, ouais, c'est parce que le design peut influencer complètement telle ou telle prise de position, prise de décision. Exactement. En fait, alors attendez, j'ai changer l'ordre de mes slides, c'est pas grave. C'est fait pour. C'est interactif, comme dirait l'autre. Typiquement, en fait, ce qu'on a observé dans notre cahier, c'est des pratiques qu'on connaît souvent sous le terme de dark patterns ou deceptive design, qui sont en fait des pratiques qu'on retrouve un peu nichées partout dans les interfaces, qui reposent sur des biais cognitifs et qui vont pousser les personnes à faire des choix qui sont généralement plutôt à l'avantage de l'entreprise, de la plateforme, du service. Le problème, c'est que ça pose des questions de légalité. C'est-à-dire que potentiellement, si vous utilisez ce type de plateforme, c'est contraire à des principes du RGPD, typiquement sur le fait des critères du recueil du consentement. Ce qui fait que les données que vous les collectez de façon illégale, ce qui n'est pas top. Donc là, je vous ai donné un exemple un peu, j'allais dire, tarte à la crème. On imagine un formulaire pour s'inscrire sur un service. Vous devez rentrer votre email, votre mot de passe. Vous avez un gros bouton pour créer son compte. Et en dessous, vous avez 2 cases a priori décochées, où vous avez une formulation négative sur ne pas recevoir une newsletter, etc., etc. Là, on est un peu dans le top du dark pattern, dans le sens où la façon dont c'est structuré, les choix sont mis un peu à l'écart, c'est-à-dire que c'est sous le bouton de création du compte, donc il y a 90% de chances que vous cliquiez sur le bouton sans voir les 2 cases à cocher en dessous. Et en plus, ces 2 cases à cocher sont, on va dire, précoché par défaut, vu que c'est une formulation négative. Ce qui va même à l'encontre de bonnes pratiques de design, c'est-à-dire que quand vous activez quelque chose, généralement, vous cochez la case. Quand vous désactivez, vous décochez. Donc déjà, là, on est quand même sur une façon d'approcher la question du consentement qui est très, très limite, voire illégale. Et quoi qu'il en soit, en fait, ces questions-là, donc je suis un peu rentrée dans le cœur du dark pattern, etc.,
Ce qu'on essaye aussi à faire au niveau du link, c'est pas juste d'être dans le constat, mais c'est aussi d'avoir une approche un peu proactive et de proposer des pistes de remédiation ou de solutions par rapport à tout ça. En début d'année, on a publié ce qu'on appelle des design patterns, qui sont en fait des pratiques qu'on a observées assez régulièrement au travers d'ateliers qu'on a pu faire, mais aussi au travers de choses qu'on observe sur le net, qu'on considère être des bonnes pratiques pour permettre aux personnes justement d'exprimer leur consentement. Est-ce que je veux bien ou je ne veux pas que mes données soient traitées, pour être informé clairement de la façon dont mes données sont traitées, et aussi de pouvoir exercer ses droits et de pouvoir en fait gérer de façon générale ces données. Si tu veux aussi que je refasse un lien avec l'IA, peut-être. Exactement. Comment en arrive-t-on à l'IA ? Comment arrive-t-on à l'IA ? Du coup, l'IA, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, et là, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, ce sont des systèmes qui sont assez gourmands en données. Et aussi, en fait, ce qui est assez intéressant, si on regarde les évolutions sur les derniers mois, on a OpenAI avec ChatGPT qui a fait un peu la course au modèle le plus gros possible avec des trillions de paramètres. Néanmoins, ça pose un peu un problème, cette approche, c'est qu'on a une limite matérielle, c'est-à-dire que les processeurs, etc., ont une limite de calcul, et ce qui fait que plus vous augmentez la taille de votre modèle, à un moment, en fait, vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment la taille du modèle parce que vous aurez cette limite de calcul, tout simplement. Du coup, il y a eu d'autres approches qui ont été faites et développées par Google et Meta notamment, où au lieu d'augmenter le nombre de paramètres, ils ont augmenté le nombre de données mises pour entraîner justement le modèle. Donc, ce qui nous amène effectivement à une collecte toujours plus grande qui pose un certain nombre de questions d'un point de vue du droit. Quelque chose qui a été assez popularisé, si je puis dire, ou médiatisé, ça va être déjà toutes les questions de droit d'auteur. Avec les IA génératifs type Midjourney ou DALL-E, où vous avez des syndicats d'artistes qui sont montés au créneau sur le fait que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner ces IA, qui maintenant en fait détruisent un peu leur boulot, mais qui par ailleurs en fait ces artistes ne sont pas du tout rémunérés. En fait, le droit d'auteur n'est pas respecté. Donc ça pose déjà un premier problème qui ne nous touche pas forcément directement la CNIL parce qu'on n'a pas c'est pas dans notre scope, j'allais dire régulatoire, mais ça va aussi poser des questions en termes de vie privée et de protection des données personnelles. Typiquement, la façon dont ces systèmes sont entraînés et surtout la façon dont les jeux de données sont construits, c'est par des techniques de crawling. Donc on passe sur le web, on récupère tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut, et hop là c'est parti, on va entraîner notre algo. C'est fantastique, sauf que généralement, quand on fait ça, y a des chances quand même assez importantes qu'on récupère des données personnelles. Et je suis à peu près sûre que vous et moi avons participé de façon totalement involontaire à l'entraînement d'un certain nombre de ces systèmes. Donc en gros, ces systèmes qui vont générer peut-être de la décision publique aussi sont entraînés à partir de jeux de données peut-être extrêmement larges, hein, ce qui peut... Exactement, et en fait, comme ce sont aussi des données personnelles, ça veut dire que le RGPD s'applique, et en fait, dans le RGPD, il y a un certain nombre de principes, donc notamment celui de transparence, celui de loyauté, qui fait que normalement, les entreprises qui mettent en place ces systèmes sont censées informer les personnes que leurs données sont dedans, sont censées aussi permettre aux personnes d'exercer leurs droits, donc typiquement, vous pourriez demander à ce que vos données soient supprimées de ces modèles, etc. etc. Et aussi, normalement, vous devriez être capable d'exprimer un choix sur le fait que vos données soient utilisées ou non dans ce cadre-là. Alors, vous allez me dire peut-être que vous trouvez ça super bien et que vous n'avez pas de problème, mais potentiellement, si vos données sont utilisées pour entraîner des systèmes, on va dire, à des finalités militaires, peut-être que vous allez vous dire « j'ai pas forcément envie de ça ». C'est un exemple parmi d'autres, hein, bien évidemment. Et donc là, on retourne un peu sur notre question de choix, au niveau individuel, de pouvoir choisir si oui ou non on participe, entre guillemets, à ces systèmes, et potentiellement aussi dire comment, pour quelle finalité, etc. etc.
Et ça veut dire, je me tourne juste vers Jacques avant de laisser la parole, ça veut dire que finalement, beaucoup de données sont utilisées dans des modèles, ça va quand même poser un sacré problème, ne serait-ce que de concordance de ces données, ne serait-ce que d'affordance, enfin voilà, comment ça se passe ? Alors, concernant la décision publique, l'une des difficultés qui est devant nous et qui commence à être appréhendée par les acteurs concernés, c'est déjà de savoir s'ils disposent eux-mêmes, pour eux-mêmes, des données qui vont permettre d'entraîner ces modèles. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie de la table ronde, mais l'une des questions que l'on peut se poser à l'échelle des villes, y compris ici à Nantes, et la métropole de Nantes est plutôt en pointe sur ces questions et sur ces sujets, c'est de savoir si des algorithmes, il y en a beaucoup, certains sont à disposition, beaucoup sont d'ailleurs à disposition soit dans une version complètement open source, sinon gratuit sans être open source. Est-ce qu'on peut décemment les utiliser pour de la prise de décision publique dès lors qu'ils ont été entraînés avec des données qui viennent d'autres territoires, dont on ne sait pas toujours lesquels, dont on ne sait pas toujours pourquoi? Est-ce qu'on est en capacité de créer les lacs de données territoriaux, les lacs de données publics dont on connaîtra parfaitement le contenu pour être certain que la manière dont ces algos vont être entraînés pourront être utiles, on y reviendra également sans doute tout à l'heure, à de la prise de décision locale, pour ne pas générer des biais. On n'a pas parlé des biais que l'ingestion des données personnelles peuvent provoquer dans des algos, mais les biais peuvent être aussi des biais liés aux modalités de prise de décision publique. Ça tombe bien parce que des biais, on va en parler avec Frédéric Crupin. Je crois que c'était le titre de la slide d'ailleurs. Donc Frédéric, toi tu es directrice du Digital Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Plus d'une soixantaine d'étudiants justement qui sont entraînés là-dessus. Et tu nous parles de ces biais justement. Oui, donc... justement, quand Estelle faisait référence à ces pratiques où on va commencer à récupérer énormément de données, non seulement est-ce qu'il y a des problèmes de droit qui vont venir, de droit personnel qui rentrent dedans, mais aussi toutes les valeurs de la société qui vont se retrouver dans les données elles-mêmes. Une des choses qui est très importante pour nous au Digital Design Lab, c'est de vraiment se poser la question de qui est autour de la table quand on est en train de créer ces modèles. Parce qu'actuellement, on est quand même dans un domaine principalement d'ingénieurs et de data scientists et que c'est quand même une formation qui encourage à réfléchir à la technologie de manière assez positiviste. Le développement de l'IA en lui-même, c'est vraiment une communauté scientifique qui répond par des améliorations, algorithme par algorithme, qui n'a pas l'entraînement pour vraiment réfléchir de manière centrale à leur pratique, à l'impact à long terme ou la déviation, la récupération que cette technologie peut faire dans la société. Donc, je donne deux exemples. Bon, une chose, c'est que le milieu de la technologie, en particulier dans la production de l'IA, c'est un milieu extrêmement favorisé. C'est beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis. Masculin Masculin. Très masculin, plutôt jeune, plutôt blanc, plutôt hétérosexuel. Et quand on a une communauté extrêmement homogène en train de définir des outils qui potentiellement ont d'autres impacts, enfin, j'apprécie beaucoup les projets présentés par Jacques parce qu'on est en train de parler d'une IA qui est censée nous aider à mieux organiser le territoire. Mais c'est aussi utilisé pour mieux organiser les personnes sur le territoire. Et justement, cette surveillance peut avoir des impacts relativement néfastes. Donc là, je présentais quelques projets, notamment qui montraient que la reconnaissance faciale est non seulement sensible à la couleur de la peau, elle est moins performante sur les femmes que sur les hommes. La référence au papier
Boualamwini et Guébrou, d'un projet assez phare. On voit aussi que ces outils de prise de décision, ce n'est pas que sur le territoire, c'est aussi dans les milieux judiciaires, où on va prendre les valeurs, on va construire ces bases de données basées sur des pratiques qui peuvent être racistes, qui deviennent une norme, qui vont être utilisées après pour entraîner et systématiser ce type de prise de décision. Donc, si vous ne connaissez pas ce projet, je le recommande vivement. C'est vrai que ça devient IA et non décision, quoi, quelque part, décision automatisée. C'est l'un des risques. Disons qu'on arrive à prendre les valeurs de la société et au lieu de dire qu'on va le laisser au juge l'appréciation de choisir si quelqu'un est un risque ou pas, on va avoir des outils qui sont censés améliorer le risque d'un individuel qui pourrait avoir des biais. Par exemple, il y avait des recherches assez intéressantes. Si on passait devant le juge juste avant le repas de midi, on avait plus de chances de s'écoper de plus de temps que si on passait après que le juge a mangé. Donc, pour enlever ça, on peut dire oui, chouette, on va avoir des outils qui vont pouvoir nous aider dans cette prise de décision, mais en réalité, toutes ces valeurs restent là. Donc, dans le cas de Campus, qui est l'outil en question aux États-Unis, c'est vraiment une problématique là très clairement liée aux données, la culture qui a créé et collectionné ces données. L'IA, c'est pas le coup de baguette magique qui va objectiver quelque part les choses, parce que ça va être entraîné par des données qui sont pas tout à fait finalement objectives ou voilà, qui vont être. Ouais. Donc, en termes d'approche, moi, je focalise vraiment justement sur la plomberie de l'IA. Comment est-ce qu'on a les problèmes, à quel moment dans la chaîne de production. Donc, il y a vraiment une problématique de définition de terrain. Donc, l'IA, en réalité, c'est de l'automatisation cognitive et le machine learning, c'est des modèles prédictifs. Maintenant, on a des modèles prédictifs génératifs, donc ChatGPT, etc. Mais on est sur des domaines dans lesquels la recherche se structure, et je réitère, c'est important de se poser la question et pour que les designers se préparent pour venir à la table, pour traiter justement des modèles prédictifs, pas juste des matières à mettre dans nos services et dans nos produits, mais aussi qu'on peut être autour de la table pour les concevoir. On peut faire du design de modèles prédictifs. Pour faire ça, il y a quand même une formation qui est nécessaire, qu'on essaye de développer. Je ne cache pas que je suis encore dans les stades d'expérimentation. Mais comment est-ce qu'un designer peut commencer à se préparer relatif aux besoins de l'industrie? Très clairement, les très grands groupes comme les GAFAM comprennent que le terrain, au moins aux États-Unis, va se définir principalement sur le milieu judiciaire. Donc, le droit à la propriété intellectuelle, ça va se résoudre par le Copyright Office, ça va se résoudre par justement des lawsuits, comment est-ce qu'on dit? Des décisions judiciaires, essentiellement. Ils peuvent se permettre ça. L'endroit où il y a le plus gros danger, en réalité, c'est les startups. C'est les startups qui sont petites, 3-4 personnes avec des ordinateurs qui ont plusieurs processeurs, un GPU, peuvent se mettre ensemble et créer des algorithmes qui sont assez puissants. Les scripts pour aller récupérer l'information sur les serveurs, nous, c'était ce qu'on apprenait à l'école 42, journée numéro 2, c'est très 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 facile à faire. Donc ces pratiques relativement aberrantes sont très accessibles dans ce milieu. Et c'est vraiment dans le milieu des startups où il y aurait besoin que les designers puissent s'engager de manière technique. Voilà. Donc, pour essayer d'éclairer un peu plus cette machine un peu sombre quelque part. J'ai l'impression qu'il y a cet enjeu. J'avais envie de revenir sur un sujet parce que, et je me fie aussi à Jacques qui donc est à ton passé de décideur public, n'est-ce pas, je crois, quelques années dans la fonction publique territoriale. Finalement, on ne parle pas de prise de décision par les IA, mais on parle d'éclairer la prise de décision avec tout ça.
Alors, ça fait partie des recommandations, des règles d'une approche éthique, durable. Je vais y revenir. On voit à travers nos propos d'ouverture qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées globalement par l'IA aujourd'hui, et en particulier dans le domaine de l'action publique. Je voudrais préciser ce qui est spécifique à l'action publique, et on va voir qu'on a quelques difficultés devant nous, mais on basculera ensuite peut-être sur une tonalité plus positive, de voir justement comment on prend appui sur ces contraintes particulières qui sont celles de l'action publique pour avancer. La première des difficultés importantes, au-delà même de savoir si c'est l'IA qui décide ou si c'est l'humain qui prend la décision derrière, c'est lié à une chose très particulière que nous devons tous avoir en tête en tant que citoyens, c'est qu'en matière d'action publique, lorsqu'une décision individuelle est prise qui nous concerne, nous sommes tous en droit de demander des comptes sur pourquoi une décision nous a été opposée. Pourquoi je n'ai pas eu une place en crèche pour mon enfant, pourquoi j'ai eu tel tarif qui a été appliqué sur un dispositif d'action sociale ou autre. Et ça, c'est un principe constitutionnel qui remonte à loin, c'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Tout citoyen a le droit de demander des comptes à son administration. Et en 1789, on ne savait pas qu'il y aurait des algorithmes et de la data, et encore moins de l'IA, évidemment. Mais sachez que cet article 15 est utilisé aujourd'hui dans des décisions juridiques en appui à des demandes de transparence sur l'utilisation des algorithmes, et notamment une décision du Conseil constitutionnel qui, à l'époque, concernait Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est pas de l'IA, c'est une algorithmie assez sophistiquée, mais c'est pas de l'IA. Et c'est en prenant appui sur cette déclaration des droits de l'homme de 1789 que décision a été prise. Ensuite, il y a la loi pour une république, etc. République numérique, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si l'algorithme de Parcoursup a été entièrement rendu public et le code a pu être expertisé, c'est sur le fondement de cette décision. Pourquoi est-ce que je fais ce petit détour? C'est pour dire qu'aujourd'hui, même si technologiquement ça marche, même si on les entraîne avec des jeux de données qui ont été soigneusement choisis, même si on vérifie que sur le plan juridique, on est parfaitement compatible avec le RGPD, etc. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'utiliser des IA pour de la prise de décision automatisée en matière d'action publique. Netflix peut le faire sur ses tarifs et sur les films qu'il vous recommande, etc. Amazon et les autres. Tout le monde peut l'utiliser dans le domaine privé, mais en matière d'action publique, ça n'est pas autorisé. C'est une première limite importante. Deuxièmement, il y a effectivement un certain nombre de guidelines qui existent. Il y a notamment dans ce rapport du Conseil d'État 7 principes sur comment mettre en œuvre une IA éthique, durable, et respectueuse du cadre juridique. Donc l'IA éthique et durable, il y a un certain nombre de règles applicables dans le privé comme dans le public, notamment le fait que l'IA doit servir à éclairer, à préparer la décision, mais que la décision doit être prise par l'homme in fine, sur la base donc de recommandations faites par l'IA. Mais de mon point de vue, ça n'est pas tout à fait suffisant, et nous avons d'autres difficultés devant nous, notamment le fait qu'aujourd'hui, on voit des prototypes voir le jour, on voit des expérimentations se déployer pour tester, pour apprendre ce qu'est l'IA, pour mettre peut-être demain plus d'IA au service de l'action publique et de l'intérêt général, mais on n'a pas véritablement aujourd'hui de stratégie nous permettant de dire qu'il faut plutôt s'en servir pour dans tel ou tel domaine, pour tel ou tel métier. On voit des choses frémir. Il y a nécessairement des choses autour des transitions écologiques et environnementales. Mettre l'IA, par exemple, au service de la détection des fuites dans nos réseaux d'eau, sujet complètement d'actualité, est quelque chose qui semble assez prometteur. Au service de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics ou de l'éclairage public, c'est des choses qui semblent aussi assez prometteurs. Mais il y a tout un tas d'autres domaines sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de réflexion collective, on n'a pas de politique publique d'implémentation de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un sujet sur lequel un certain nombre de territoires ont commencé, et de ministères ont commencé à réfléchir. On en est plutôt au stade de quelques expérimentations qui frémissent ça et là. Et j'avais une question, du coup, Estelle, toi, comment tu réagis aussi en tant que designer et par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait avoir des IA assez vertueuses, quelque part? Quelle est ton approche? Vaste question. En fait, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on se place un peu dans le cycle de vie, si je puis dire, de l'IA. Je vais commencer par rebondir un peu sur ce que Frédéric disait tout à l'heure, sur le côté qui est autour de la table pour décider. Je
pense vraiment, et ça fait aussi partie de mon travail doctoral, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je fais également une thèse sur ce sujet-là. Mais à mon sens, les designers devraient effectivement faire partie des personnes qui conçoivent ces systèmes, mais aussi, au travers de méthodes participatives, etc., faire en sorte que les personnes potentiellement les plus touchées par ces systèmes prennent part aussi à la conception. Donc là, on est vraiment sur, on construit en fait sur j'allais dire le mouvement du design participatif, etc., qui existe depuis les années 60, qui avait à l'époque des problématiques assez similaires à celles qu'on a actuellement avec l'IA. Et en fait, de construire sur toute cette connaissance et toutes ces pratiques de design qui ont été testées et, j'allais dire, approuvées. Mais vraiment, en fait, faire en sorte d'avoir les personnes impactées par ces systèmes dans la boucle, ça me paraît quand même crucial. Tu parles de co-construction. Exactement, ou de co-design, c'est un autre terme. C'est pas mal. Et ensuite, pour rebondir plus sur ce que Jacques était en train de dire, sur le fait que ces outils deviennent des outils d'aide à la prise de décision. Là, on retombe vraiment sur des questions de comment est-ce qu'on apporte l'information aux personnes pour qu'elles prennent une décision, sachant que là, on a toujours nos histoires de biais cognitifs, etc., que avant midi, vous avez faim, donc vous voulez aller peut-être plus vite, nanani, nanana. Donc là, il y a aussi tout un enjeu autour du design d'interface, voire des parcours utilisateurs aussi, sur, OK, l'algorithme vous ressort plusieurs résultats. Quelles sont les informations qu'on vous montre et aussi qu'est-ce qu'on explique en fait sur ce résultat. Typiquement, si on pense à du chat GPT, il y a la question de potentiellement aller citer les sources. Ça, quand c'est sorti, le truc, vous sortez du texte, mais vous saviez pas d'où ça venait en fait. Maintenant qu'il est associé à Bing, maintenant il vous sort des références. C'est déjà un premier pas. Ça vous dit toujours pas pourquoi il vous a écrit le texte de cette façon-là, mais au moins vous pouvez aller vérifier 2-3 éléments en plus. Et aussi sur la question, en fait, sur ces questions d'algorithmes, de résultats, etc., il y a vraiment des sujets d'interface qui sont vraiment tout bêtes. Par exemple, c'était un projet qui avait été produit au niveau de la DINUM, je crois, ou de Pôle emploi, non, pardon, qui s'appelait La Bonne Boîte, et je crois que ça existe encore. Et en fait, l'idée, c'était tout simplement de dire on va aider les personnes qui cherchent un emploi à faire des candidatures spontanées vers des entreprises qui n'ont pas de poste ouvert, mais qui potentiellement pourraient être intéressées par le profil. L'idée, c'est de permettre aux personnes de retrouver un emploi plus rapidement et de permettre aussi aux entreprises de trouver des profils qui leur conviennent. Donc, ils ont fait leur algo, voilà, ce qui est du machine learning, hein, grosso modo. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est quand ils ont déployé la première fois, les personnes qui allaient sur le site de La Bonne Boîte pour trouver justement les entreprises qui cherchaient une personne qui avait leur profil, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui arrivaient en haut du panier ont reçu un nombre incalculable de demandes, de CV un peu, j'allais dire, spontané, exactement, merci. Et en fait, au final, les boîtes étaient incapables de faire un choix. Elles étaient noyées dans beaucoup trop de demandes. Et donc là, en fait, on se retrouve un peu dans un problème de conception au niveau de l'interface sur le fait que le ranking en fait, des annonces était basé seulement sur le score de l'entreprise. Ils ont changé ça, donc on a moins ce problème-là, mais typiquement, c'est un truc tout bête qui a un impact assez important, aussi bien pour les personnes qui, au final, on a moins de chances de trouver un boulot dans la boîte vu que tout le monde a envoyé son CV là, et pour les boîtes aussi, pour les entreprises, d'être en mode, vous êtes gentils, mais comment on fait le choix ensuite derrière ? Alors on a l'impression, et ça sera ma dernière question, et après je vous suggérerai de prendre la parole. On va prendre 20 minutes vraiment pour que vous ayez la parole. Mais dernière question à Frédéric Krupa. Quelque part, le design, c'est la confiance, c'est garant de la transparence, de l'efficacité. J'ai l'impression qu'il y a de nombreuses vertus au design dans tout ça.
Oui, c'est intéressant le problème que Estelle soulevait relatif justement à ces outils d'aide pour trier les candidats, tous ces outils qui viennent par les systèmes sociotechniques que nous mettons en place. LinkedIn, par exemple, rend l'envoi d'un CV quasi instantané en cliquant trois boutons parce que l'information a déjà été rentrée dedans. Mais que derrière, ça veut aussi dire que le type de poste et l'automatisation des sélections des candidats vont se retrouver extrêmement formatés, basés sur des définitions. Par exemple, un senior UX, c'est quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, pas 20 ou 25 ans d'expérience. Et donc, on va se retrouver potentiellement avec des outils qui vont faire du filtrage justement pour des opportunités de manière assez incongrue. C'est vrai que moi j'ai tendance à regarder vraiment ce qui se passe plutôt aux États-Unis parce que c'est vraiment le territoire où le modèle économique est vraiment fait pour tester sur le public ces nouveaux outils avec très très peu de protection pour les individus. Donc ça c'est un peu le modèle américain qui enlève les règles et qui d'une certaine manière enlève la protection des individus. Il y a le modèle chinois qui va contrôler beaucoup plus l'information qui va circuler, véhiculée par ces systèmes, beaucoup plus de développement d'outils de surveillance, de contrôle. Voilà, donc ça c'est un autre modèle. Et puis il y a le modèle européen qui a tendance à protéger l'individu. C'est vrai que c'est potentiellement plus difficile pour les startups dans ce type de milieu-là, mais en même temps, il vaut mieux être un individu protégé par les règles européennes. Il y a le AI Act qui est actuellement en négociation, qui fait justement un système basé sur les risques et les devoirs des acteurs qui veulent s'implanter sur le terrain européen. L'avantage de cette structure, ça veut dire que tous les GAFAM qui opèrent de manière assez ouverte aux États-Unis sans vraiment se poser de questions, s'ils veulent pouvoir se déployer ici, ils vont être susceptibles de litiges extrêmement importants, 30, 40, 50 millions ou 5, 6 ou 7% du chiffre d'affaires. Donc on est potentiellement dans les milliards pour les très gros groupes. Et ça les oblige à avoir des méthodes et des procédures pour valider leurs outils. Jacques, j'ai vu que tu voulais réagir par rapport à ça. Ouais, n'hésitez pas à solliciter les bénévoles là, pour prendre la parole. Allez-y, c'est parti, c'est à vous. Je voulais aller dans le sens de Frédéric, parce que ce que vous décrivez au niveau global trouve sa traduction dans le champ de l'action publique. Nous avons publié pour l'Institut français des relations internationales il y a quelques semaines une étude qui compare les modèles de ville intelligente, de smart city, entre, je caricature, la ville intelligente qui nous fait les poches avec des algorithmes orientés consommation aux États-Unis, la ville intelligente qui nous met sous surveillance en Chine, et la ville intelligente européenne qu'on appelle de nos voeux, qui va être à la fois respectueuse d'un cadre de protection de la vie privée, éthique dans le déroulement et le déploiement de ces outils, durable dans la mobilisation des ressources qui seront asservies pour sa construction. Aujourd'hui, l'une des difficultés à laquelle on est confronté, y compris après 40 minutes d'une table ronde comme celle-ci, c'est qu'on a dans la salle un certain nombre d'acteurs, d'amis nantais qui travaillent dans des startups, qui travaillent sur l'innovation, qui sont en train de faire du développement et qui nous entendent dire attention, il y a des limites à respecter, il y a des règles, il y a des freins, n'allons pas trop vite. Et en même temps, vous travaillez sur comment faire de l'innovation. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important, qui est quelque chose qui est présent dans notre société, qui est présent dans les débats avec le monde économique, qui est de savoir si cette régulation que nous appelons de nos voeux, sans doute majoritairement parmi nous en tant que citoyens, ne constitue pas une difficulté et un frein pour l'innovation, le développement économique, dans une course mondiale qui, à certains égards, peut sembler d'ores et déjà perdue. Et moi, je voudrais, sur ce point-là très précis, et par rapport à des nouveaux algos qui sont en train de sortir, qui sont mis sur le marché, qui sont aujourd'hui proposés à des administrations publiques, insister sur une chose. La capacité à innover sous contrainte est une capacité
extrêmement importante. C'est plus difficile sans doute d'innover sous contrainte, c'est plus difficile d'innover dans un bac à sable expérimental contrôlé par la CNIL ou contrôlé par l'ARCEP. C'est plus difficile de travailler sous RGPD sur ces sujets-là. Mais bon sang, les entreprises européennes, françaises, j'ai quelques exemples en tête, qui y arrivent, elles vont inventer des modèles et des systèmes qui non seulement trouveront facilement à se déployer sur un marché de 370 millions d'habitants qui s'appelle l'Union européenne, mais en plus aujourd'hui, elles trouvent à les exporter. Parce que dans des zones géographiques qui ne sont pas soumises à ces réglementations européennes, qui ne seront pas soumises au prochain texte qui va encadrer, contrôler et même interdire certains recours à l'intelligence artificielle, eh bien, il y a tout un tas de pays qui, aujourd'hui, n'ont pas cette réglementation, mais des villes qui disent « nous, on veut installer des systèmes qui ont été inventés dans ce cadre-là ». Et aujourd'hui, on a des très très belles success stories de start-up françaises et européennes qui exportent massivement, notamment sur le continent nord-américain. Et je voulais l'indiquer ici. Une approche positive de la contrainte. Madame. Oui, bonjour. Pour rebondir sur la question des contraintes, c'est moi qui parle. Je voulais parler d'un autre frein qui n'a pas été abordé là, qui est plutôt le frein à l'innovation des acteurs publics. C'est-à-dire que, on ne va pas se mentir, les acteurs publics sont quand même en général un peu moins rapidement enclins à l'innovation. Et j'en parle en connaissance de cause. Je ne veux pas faire dans le cliché, mais je constate quand même qu'il y a un frein des acteurs publics. Et encore plus quand on utilise des termes un peu génériques du genre intelligence artificielle. Donc la question que moi je me pose, c'est au-delà des freins réglementaires, comment est-ce qu'on peut quelque part, pas évangéliser, ça serait un peu fort le terme, mais en tout cas accompagner les acteurs publics pour aussi peut-être mieux utiliser à leurs avantages ce type d'outils qui peuvent faire un petit peu peur parfois. C'est vrai que c'est un gros mot, l'intelligence artificielle. Jacques, un élément de réponse, peut-être Estelle après ? Alors l'innovation, le changement, ça fait peur, virgule, partout, dans le public et dans le privé. Je m'en excuse, mais ce que vous venez de dire, c'est aussi un cliché. Dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, il y a des branches, des secteurs d'activité dont le modèle repose sur la data, repose sur l'IA et qui sont partis très très loin devant. Mais il y a aussi des grandes entreprises industrielles françaises qui sont très en retard, pourrait-on dire, ou qui n'ont pas emprunté ce chemin-là aujourd'hui et qui l'emprunteront sans doute le moment venu lorsque ces innovations auront un impact utile sur leur business. Et puis pour l'action publique, c'est pareil, on emprunte ces chemins lorsque ça a un impact utile à l'action publique. Permettez-moi de réagir un petit peu vivement. Je vais vous citer un grand groupe numéro 1 mondial dans son secteur que les personnes de la région de Nantes qui sont présentes dans la salle connaissent. C'est le groupe Manitou, numéro 1 mondial des chariots élévateurs et autres dispositifs. Il y a quelques années en arrière, le groupe Manitou, peut-être très en retard par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs, décide de se saisir du pilotage par la donnée de sa production industrielle et de sa relation à ses sous-traitants. Et il a recruté un Chief Data Officer. Et il l'a débauché à Nantes Métropole. Ça, c'est pour l'anecdote. Vous dire aussi que nous avons remis, j'ai eu la chance de coordonner, de remettre l'année dernière au gouvernement un rapport sur la Smart City, la ville intelligente. La commande qui m'a été passée, c'était par Bercy. C'était « Expliquez-nous pourquoi, alors qu'en 2016-2017, on avait dit qu'on aurait des dizaines et des dizaines de Smart City, villes intelligentes partout en France, pourquoi il n'y en a pas ?» Autant que ce qu'on avait dit, ça devait créer des dizaines de milliers d'emplois, générer un chiffre d'affaires colossal dans nos grands groupes qui gèrent les grandes fonctions urbaines, l'eau, les déchets, l'énergie, la sécurité, l'électricité, etc. Et nous avons produit un rapport qui a fait un petit peu de vague, il y a un an, en disant attendez, il y a des sujets, des solutions, c'est pas parce que techniquement elles marchent qu'elles sont utiles. Et nos élus, ils sont pragmatiques. Nos élus, ils ne sont pas experts de la data et de l'IA. Eux, ce qu'ils regardent, c'est quel est l'impact de ces outils. Et aujourd'hui, nous avons un tas d'outils qui fonctionnent, qui font de la modélisation prédictive, mais qui ne prédisent pas mieux que les systèmes que nous utilisons sans IA, ou avec peu de data. On est entre nous, tu peux donner un exemple nantais, peut-être ? Alors, ouais, c'est sympa, merci. Ça, c'est cadeau. Un exemple nantais, c'est cadeau. En plus, il y a des gens dans la salle, je sens que je vais passer un mauvais quart d'heure en repartant. Nantes a expérimenté, et c'est super, un algorithme de modélisation prédictive de la fréquentation des cantines scolaires avec de l'intelligence artificielle pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
En quoi ça consiste? Dans toutes les villes de France, que ce soit une ville de 3 000 habitants ou de 150 000 habitants, de 600 000 habitants, on inscrit nos gamins à la cantine le matin quand on les amène à l'école. Et il y a des gens dont c'est le métier, ça a été mon métier dans une vie antérieure, de produire les repas. Et bien évidemment, on les produit la veille, l'avant-veille, et on doit donc prédire la fréquentation de la cantine. Et évidemment, quand on est un acteur public responsable, on prévoit toujours un peu trop. Le problème, c'est de savoir si on prévoit un peu trop ou beaucoup trop. Et ça génère du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, les villes en France, les chiffres viennent de l'Association nationale des directeurs des cantines scolaires, font des prévisions qui sont en général excédentaires de 6, 7, 8% pour les plus performantes d'entre elles et jusqu'à 17, 18% pour les moins performantes d'entre elles. Aujourd'hui, une IA entraînée avec des données locales va arriver à faire, et vous le savez très bien, vous êtes des experts du sujet, l'IA d'ailleurs, elle peut prévoir plus ou moins 3-4%, mais elle peut aussi prévoir moins 3-4%, c'est une question de paramètres. Personne ne prendra le risque de prévoir moins quelque chose. Il y aura toujours trop de repas pour nos enfants, jamais pas assez. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec un algo, avec de l'IA, qui va plutôt... C'est le cas à Nantes. Nantes avait un très bon niveau de prévision sans intelligence artificielle, et on se retrouve avec un algo qui va avoir un bon niveau de prévision, mais pas plus utile que le système qui existait précédemment. Donc voilà des exemples importants. Dans le rapport que nous avons remis au gouvernement, nous avons analysé 3 types d'impact sur ces outils data pilotés par la donnée. Le retour sur investissement cash, direct. Est-ce que ça fait faire des économies d'argent public? Il n'y a quasiment aucun exemple aujourd'hui de système dans les smart cities qui fasse faire des économies aux contribuables, sauf les économies d'électricité. L'éclairage public, ça peut faire 60-70% d'économies sur la facture énergétique, surtout avec l'augmentation du prix. Par contre, il y a un autre impact. Donc ROI, mettons-le un petit peu de côté. Il y a ce qu'on appelle le ROP, Return on Policies, c'est l'impact sur les politiques publiques. Est-ce que ces outils peuvent permettre d'améliorer la façon dont le service public est rendu? Plutôt oui, dans un certain nombre de domaines, mais l'exemple des déchets connectés aujourd'hui est un sujet extrêmement important probablement pour les années qui viennent pour améliorer le tri, réduire les volumes de déchets, nous amener tous les uns et les autres à modifier nos comportements, mais aujourd'hui ça n'a pas d'impact sur l'efficacité de la collecte des déchets, je le dis, à regret sans doute, ça peut vous étonner, il va falloir des années pour que ça puisse avoir cet impact. Et après il y a le ROU, Return on Uses, qui est le retour sur les usages. Est-ce que ces outils vont changer la manière dont en tant que citoyen on vit le service public? Et il y a beaucoup de choses. Bref, tous ces détours pour vous répondre à votre question. Moi, je ne considère pas que le service public est en retard sur ces sujets-là aujourd'hui. Le service public, il est pragmatique. Il avance lorsqu'on lui apporte la preuve que des solutions ont un impact positif sur la manière dont la ville est gérée. Et aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas. On va continuer à prendre des questions. Sébastien? Oui, bonjour, c'est allumé, c'est bon. Moi, je pensais au domaine de la santé, qui va mêler un peu de privé et public, et je pense au principe que vous disiez sur la transparence des algorithmes, que je trouve super intéressant. Si vous en avez d'autres, je suis friand de les connaître. Et du coup, comment est-ce que, en tant qu'usager, par exemple, du système de soins, ou que ce soit du coup dans le privé et dans le public, comment est-ce qu'on peut faire valoir, même face au privé, des droits par rapport à la transparence des algorithmes ou d'autres principes comme ça? Estelle, question pour toi, ça. En fait, j'allais dire, c'est assez simple. Alors, en fait, typiquement, tout ce qui va être système de santé, ça veut dire qu'il y a des données de santé. Donc, vous avez tout un tas de droits au niveau du RGPD. Droit d'accès, droit de modification, droit de suppression, pas forcément le droit à la portabilité, et encore, pourquoi pas, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Donc ça, en fait, c'est déjà un premier, j'allais dire, une première porte d'entrée sur ces sujets-là. Après, au niveau du RGPD, il y a aussi le droit de ne pas faire objet d'une décision entièrement automatisée. Et en fait, ce droit-là, ça permet de demander à l'entreprise ou à la collectivité, à un hôpital ou autre, de savoir est-ce qu'il y a un algorithme qui a été utilisé, si oui, c'est quoi sa logique, en fait, comment il fonctionne, en fait, cet algorithme, quelles sont les données qu'il utilise, etc., etc. Donc, c'est en fait avoir un certain nombre d'informations, mais aussi de dire la décision, je veux qu'elle soit revue par un humain, par une personne, par une vraie personne, pour qu'elle réanalyse mon cas au cas par cas, etc. etc. Et ça, comment on les exerce? Normalement, il y a une personne qui est désignée pour faire ce travail-là. Si elle a de la chance, elle a une équipe qui travaille avec elle. C'est le rôle du Chief Data Officer, c'est ça? Non, on parle plutôt du Data Protection Officer.
mais c'est peut-être les mêmes choses, avec de nouveaux noms, tout ça, vu que ça évolue. C'est peut-être la même personne. C'est peut-être la même personne. Ça peut. Donc ça, c'est un premier... Enfin, pour moi, c'est vraiment le premier prisme vraiment droit. Après, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas du tout. Moi, j'ai des exemples plutôt dans le milieu américain qui est un peu plus sensibilisé justement des enjeux relatifs aux données liées à la santé, relatifs aux Européens qui sont, et les Français en particulier, qui sont moins paranoïaques. Aux États-Unis, notre historique de santé va avoir des impacts sur des choses assez importantes. Par exemple, si on est engagé chez un employeur et qu'on change de travail, la nouvelle mutuelle peut refuser de couvrir tous les éléments antérieurs. Donc, si on a été traité pour quelque chose quelque part dans le passé, essentiellement, ça devient quelque chose qui peut être exclu de la nouvelle protection. On a eu un cancer, on ne sera pas protégé contre le cancer. Donc, la sanctité de ces données devient extrêmement importante parce qu'il y a des enjeux juridiques qui se jouent de manière franchement horrible et que grâce à ça, il y a une sensibilisation d'avoir un besoin de les protéger. Justement, avec la stagiaire qui travaille sur un projet de recherche pour la CDC, on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe avec les données de santé en France et on le compare sur ce qui se passe en Suède. Et une des choses qui est relativement intéressante, c'est que, par exemple, la CPAM va être l'organisme, et en particulier celle à Nantes, qui va commencer à avoir des méthodes de restructuration du dossier numérique pour forcer tous les acteurs comme Doctolib à se plier à ce nouveau modèle de données qui est beaucoup plus centré sur le contrôle du patient, sur l'accès et le partage de ces données. Actuellement, les médecins communiquent entre eux sans nécessairement avoir le patient au centre. Donc ce genre de bouleversement et de restructuration est quelque chose qui est franchement assez réjouissant et en particulier dans un milieu qui a tendance à bien protéger les droits des individus. Jacques ? Oui, juste simplement pour indiquer que ce domaine de la santé est un domaine sur lequel il y a pas mal d'ébullition en ce moment, y compris dans l'action publique au-delà du domaine de la santé au sens strict du terme. Ici à Nantes, il y a un très beau projet qui est en cours, il y a des très beaux projets à Montpellier, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Nice, qui sont des approches de santé globale dans lesquelles justement, parce que nous avons de plus en plus de données disponibles qui sont susceptibles de constituer des déterminants de notre qualité de vie et donc de notre santé, on a des initiatives visant à créer au niveau local une capacité à rassembler, alors de manière directe ou indirecte, énormément de données de santé, de données d'environnement, de données de pollution, de données climatiques, de données qui vont ensuite probablement être analysées par des intelligences artificielles. C'est l'un des secteurs sur lequel l'action publique a sans doute le plus à retirer par l'arrivée de ces nouveaux outils doués d'intelligence artificielle, avec malgré tout des limites et des réserves qui vont faire que les données de santé au sens strict de terme elles ne pourront pas être utilisées telles quelles, elles pourront éventuellement de façon distribuée être interrogées, analysées dans des espaces cryptés, etc. Il y a tout un tas de solutions qui existent, qui vont pouvoir préserver nos droits, mais en tout cas c'est l'un des secteurs sur lesquels on attend le plus d'évolution dans les années à venir grâce à l'IA. Le principe de santé globale, qui est vraiment très large. On va prendre une dernière question. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un, sinon c'est moi qui vais poser la dernière question aux intervenants. Pas de dernière question de la part de la salle ? Non, c'est que c'était assez clair. Peut-être une question un peu prospective. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans 30 ans, l'IA soit capable de prendre des décisions plus objectives que les êtres humains dans le domaine des politiques publiques ? Allez, quelqu'un qui se lance. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ? Question piège. En fait, ça me gêne un peu et c'est pas une position de la CNIL, c'est une expression, une opinion personnelle. Ça me gêne un peu qu'on utilise le terme d'objectif quand on parle de ces systèmes, parce qu'en fait, ils sont tout sauf objectifs. Petit 1, les données qu'on traite, c'est
un fragment de ce qui se passe dans la réalité. C'est une convention. À un moment, on se dit, tiens, ça, par exemple, je sais pas, le temps passé à faire ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, on va le transformer en données. Et puis, petit à petit, donc ça, c'était l'étape 1. Et puis ensuite, d'un coup, on a de l'IA qui arrive. Donc, on va utiliser ces données qui se basent déjà sur des décisions qui ont été prises dans le passé, etc. etc. Et en fait, on ne fait que construire un système, et les systèmes d'IA viennent s'empiler, on va dire, sur tout un tas de choses et de choix qui ont été faits dans le passé et qui ne sont pas objectifs, qui ont été politiques, etc. etc. En parlant de politique, et quand on parle de politique publique, je ne suis pas sûre qu'une approche objective soit vraiment ce qu'on cherche, parce qu'au final, vivre en société, c'est pas vivre objectivement tous ensemble. Ce sont des questions politiques fondamentalement, et on a besoin d'en discuter entre nous. Et je pense que Jacques, je te vois hocher de la tête. Je pense que tu peux rebondir là-dessus sans problème. Ouais, Florent, tu me fais l'amitié de citer mon livre « Ne laissez pas Google gérer nos villes » qui retrace l'expérience de Google qui avait ce projet de ville absolument incroyable, futuriste, à Toronto, au Canada, qui n'a pas vu le jour pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est que probablement, on a touché du doigt à travers ce projet extraordinaire le fait que la puissance des algorithmes allait certainement être en capacité de modéliser énormément de choses sur ce qui va se passer dans notre espace commun, qui est la vie dans la ville, mais que ça présente structurellement deux difficultés. La première difficulté, c'est que l'algorithme, contrairement peut-être à la vision qu'en ont certains, n'est pas capable de définir ce qu'est l'intérêt général. Il est capable d'additionner et de connaître de façon très précise nos besoins particuliers, mais l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers, premièrement. Et la deuxième chose, il y a une part importante de ce qu'on va appeler le vivre ensemble, la construction de la cité, peu importe la façon dont l'espace démocratique, peu importe la manière dont on le présente, qui ne relève pas d'une objectivation. On a besoin de données objectives pour ensuite prendre des options, mais encore faut-il débattre. Je donnerai un exemple très récent dans le débat public, dans la vie publique. Ça concerne le débat sur la réforme des retraites. Je vous rassure, je ne vais pas faire comme au Festival de Cannes. C'est pas le moment. Le débat sur les retraites. Rappelez-vous cette polémique pour savoir combien de personnes vont bénéficier de la mesure de revalorisation à 1 200 €. Il a fallu 1 mois de débat pour savoir si c'était 120 000 personnes, 5 000 personnes, 12 000, 30 000 personnes. Si on avait posé de façon objective le chiffre sur la table, ensuite chacun a ses options. Et chacun va dire c'est bien, tant mieux. D'autres vont dire c'est pas assez. D'autres vont dire ah bon, c'est tout ça. Mais la part de subjectivité et la part de politique, elle demeure. La data et l'IA peut nous aider à poser des repères, à optimiser un certain nombre de choses, mais l'objectivation de la chose publique me paraît quelque chose d'assez dangereux. C'est une vision futuriste qui, pour ma part, dans 30 ans, ne m'intéresse guère. Je ne vois pas trop quelle serait la place des citoyens. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, un débat avec le fondateur d'une très belle start-up française qui me disait, grâce à ces outils, nous allons, au sens ingénieur du terme, asservir les politiques publiques, c'est-à-dire comme on asservit la trajectoire d'une fusée par des algorithmes qui, dès qu'elle se décale un petit peu, on la remet dans la droite ligne. Eh bien, une société dans laquelle l'IA pourrait asservir les politiques publiques n'est pas celle que j'espère pour nous tous dans 30 ans. Amen. Frédéric ? Oui, justement, c'est cette notion de politique. L'IA va servir la politique plutôt qu'en sens inverse. Gabriel Attal avait justement déclaré hier qu'il va y avoir, je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais 100 millions, fait pour la détection de fraude pour les prestations sociales. Et si on regarde ce qui se passe en général quand ce type d'outil est déployé, on a des très bons exemples aux États-Unis, essentiellement d'énormes quantités d'argent qui va être sauvegardé en faisant appliquer des algorithmes vraiment bêtes et méchants, mais qui essentiellement broient les classes les plus défavorisées, essentiellement, qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller faire justement ce type de réclamation, d'aller voir, de contester son droit, de réclamer son dû. Et donc, devoir faire une action proactive pour défendre quelque chose quand les décisions sont automatisées, qui bloquent les allocations, qui vont bloquer
de l'argent nécessaire pour mettre de la nourriture sur la table, ben, c'est vraiment des décisions qui peuvent être extrêmement brutales. Donc c'est vrai que quand j'entends justement la lutte pour la fraude fiscale avec des outils automatisés, en général, je m'attends à voir les dérives qui vont suivre très vite après leur implémentation. Et des biais. Voilà. Ouais. Merci, merci en tout cas d'avoir suivi. Ce sera le mot de la fin. Merci aux speakers aussi pour cette livrée au jeu de la table ronde. On peut les applaudir et les remercier. Et écoutez, on peut poursuivre le débat après de manière informelle autour de IA et décision publique parce que je crois qu'on n'a pas fini d'en discuter. Merci. Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion.